Bon, bien, je suis contente aujourd'hui d'accueillir donc Christophe Vieux qui nous vient de Toulouse pour nous parler de nanotechnologie. Christophe en fait est professeur à l'université de Toulouse, mais il est aussi chercheur au LAS en fait, qui est le laboratoire d'architecture. Non, c'est dans l'autre sens. Laboratoire, je recommande, d'analyse et d'architecture, c'est dans ce sens-là, d'analyse et d'architecture des systèmes. Et il travaille depuis très longtemps donc, sur nos nanobiotechnologies. Mais à côté de ses intérêts pour ce type de travaux, disons, s'est toujours beaucoup intéressé aussi à l'éthique et à la divulgation des sciences, à l'art et la science. Et c'était aussi, entre autres, à travers cela que nous avions échangé il y a quelques années, en plus de travaux communs sur les nanos aussi. Et Christophe est déjà venu ici il y a un certain nombre d'années pour nous présenter ses travaux, et aujourd'hui il va nous parler de nanotechnologie et de ses applications médicales et spatiales. Voilà, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie, merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment ravi de partager cette petite heure avec vous. Je suis venu de Toulouse et je suis ravi d'être là. Et je dois dire en toute sincérité, en toute honnêteté, que je suis très impressionné. Donc j'ai le trac qui commence à monter. Parce qu'en fait, pour le dire de façon simple et décontractée, ce matin par exemple, comme vous le voyez, je suis enseignant à l'INSA de Toulouse et j'avais un amphithéâtre à 8h du matin qui était plein de jeunes étudiants de l'INSA, élèves ingénieurs. Et voilà, c'est un public auquel je suis habitué et que j'arrive un peu à manier à ma guise. D'habitude aussi, je présente ces travaux dans des conférences scientifiques où mes collègues, qui sont mes pairs, mais aussi mes concurrents, j'ai aussi l'habitude un peu de cette dialectique, mais là, se retrouver face à vous, en soirée, sur un thème aussi austère que les nanotechnologies, sachant l'effort que ça vous a pris de venir ici, c'est vraiment réellement impressionnant. Ça me montre aussi à quel point il existe une véritable animation autour de la recherche de la science dans cette ville, et c'est vraiment une chance incroyable et unique pour moi d'y participer à ma manière. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est les nanotechnologies, et la présentation que j'ai construite pour cette soirée est unique en fait. Donc je travaille sur ce sujet depuis 37 ans, j'ai fait le petit calcul avant que vous arriviez, donc c'est un sujet que je connais bien. J'ai eu la chance de démarrer dans les nanotechnologies au moment où elles ont été mises sur le devant de la scène, où elles sortaient en fait d'un stade embryonnaire, donc au tout début de leur développement. Et donc j'ai suivi un peu tous ces méandres, toute cette évolution un peu frénétique. Et donc j'ai un regard un peu transverse sur tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que quand j'essaie d'en parler aux personnes, y compris les personnes non scientifiques, j'ai tellement de choses à dire et que quelquefois ça fait des présentations assez brouillons. Du coup là, j'ai fait une présentation vraiment sur mesure pour vous. C'est la première fois que je la fais, donc je ne sais pas ce qu'elle va donner. Mais j'ai choisi de la faire dans ce sens-là. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer ce que sont les nanotechnologies, je donnerai quelques mots-clés. Et d'entrée, je voudrais insister sur les questions que soulève l'application des nanotechnologies, ce que j'ai baptisé ici dans cette diapositive les controverses. Donc c'est pour les mettre en avant, presque avant la science, juste pour qu'on n'oublie pas d'en parler quand même avant la fin de cet exposé-là. Et aussi parce qu'évidemment, comme l'a rappelé Anne-Marie, elles me tiennent beaucoup à cœur et il y a longtemps que je réfléchis à l'impact que peuvent avoir les nanotechnologies sur la société avec tout ce qui se passe en ce moment. Et ensuite, quand même, vous verrez comment je vais amener ça. Je voudrais vous parler de deux projets de recherche qui sont les miens, qui sont des projets récents, mais projets actuels en fait, autour des nanotechnologies. L'un concerne le spatial, l'autre concerne la médecine. Et en vous présentant où on en est, mais surtout, qu'est-ce qu'on veut faire à travers ces projets? Pourquoi on utilise les nanos? Quel est le but? Voilà, je voudrais aussi l'exposer de façon transparente avec vous pour montrer voilà mes finalités et qu'on puisse avoir une discussion sur est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont pas bien, quelle est votre responsabilité. Et je suis prêt à assumer en tout cas ces choix de ces projets-là. Ok? Donc je vous parlerai de ces deux projets. L'un qui est assez fondamental, essayer de trouver des traces de vie en dehors de la surface de la Terre.
Vous vous rappelez la belle exposition sur le vivant que vous avez mis dans la vitrine. Donc là, ça sera peut-être une exposition pour dans quelques années où on présentera aussi comment est le vivant ailleurs que sur Terre. Donc c'est évidemment une recherche très exploratoire où les nanos apportent vraiment quelque chose d'intéressant. C'est ça que je voudrais essayer de vous expliquer. Ensuite, c'est un projet que je mène depuis beaucoup plus longtemps, depuis presque 15 ans maintenant, d'utiliser les nanotechnologies dans un contexte médical pour diagnostiquer de façon plus précise les maladies cancéreuses. Et ensuite, j'aimerais qu'on ait une discussion franche et ouverte sur soit les aspects scientifiques qui vous auront intéressé, soit toutes les questions que vous pouvez vous poser sur où on va avec ces technologies-là. En fait, les nanotechnologies, évidemment, vous comprenez tous, c'est de la high-tech. Donc ce n'est pas sans impact sur notre société et sur les bouleversements climatiques que l'on traverse. Et donc si on les emploie, évidemment, il faut les employer à bon escient, ou en tout cas en ayant réfléchi à ce que les usages qu'on va en faire rapportent plus de bénéfices que de risques ou de dangers pour la société. Ce qui n'est jamais évident, évidemment, à faire, puisqu'on n'a pas une boule de cristal et d'imaginer tout ce qui va arriver après. Fort de tout ça, je me lance dans cet exposé. La définition des nanos, très simple. On miniaturise des objets à une échelle extrêmement réduite. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. C'est bien sûr très inférieur à la limite de ce qu'on peut observer avec les yeux, qui est autour de 100 microns. Donc, en gros, c'est 100 000 fois plus petit que le plus petit objet qu'on peut distinguer avec les yeux. C'est de la miniaturisation extrême. Le nanomètre, c'est l'échelle des molécules. Donc, on fait des objets tout petits. C'est une activité qui a démarré dans les années 90, au moment où moi j'ai terminé ma thèse. C'est là où j'ai découvert les nanotechnologies et je me suis lancé dans ma recherche sur ce champ d'activité. Et en gros, de 1990 aux années 2000, on a mis au point les outils qui sont nécessaires à fabriquer des objets artificiels à une échelle aussi petite. Donc, ça s'appelle de la lithographie, c'est des outils très compliqués qui utilisent des ions, des électrons, des rayons X, de la lumière. Et on arrive aujourd'hui à fabriquer ces objets de façon très précise, ce qui est quand même un exploit scientifique important. Mais je ne m'appesantirai pas là-dessus aujourd'hui. Évidemment, on fait ça parce que quand on miniaturise des objets à l'échelle nanométrique, ils ont des propriétés assez inattendues, extraordinaires. Et donc, on veut tirer profit de ces propriétés pour certains types d'applications. Voilà un peu la démarche. C'est miniaturiser. Il n'y a qu'une histoire d'échelle qui compte. Faire tout petit, invisible à l'œil nu. Au niveau de l'historique, donc, entre 90 et 2000, on met en place les outils. De 2000 à 2010-2020, on découvre toutes ces nouvelles propriétés qui touchent aussi bien à la physique que la chimie, que l'électronique, que l'imagerie, que le spatial, enfin, donc ça s'applique à plein de choses. Et maintenant, on est à un stade où on sait fabriquer ces nanotechnologies, on sait les propriétés qu'elles ont, et on les utilise. Donc on fait des produits commerciaux à base de nanotechnologies pour des usages dont on voit les impacts aujourd'hui. Ok ? Donc c'est cette histoire que je vais vous raconter. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi faire si petit ? Ben, la première chose, c'est que quand on fait des choses nanométriques, donc miniaturisées au milliardième de mètre, ben, les effets qu'on obtient, ils ne sont pas divisés par 1 milliard, mais ils sont multipliés par 1 milliard. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est la miniaturisation des composants électroniques, en fait, qui est une grosse partie de l'application. Donc, tous les dispositifs électroniques que vous avez gentiment éteints pour m'écouter ici, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. À l'intérieur, donc, il y a des processeurs avec beaucoup d'intelligence à l'intérieur. Tous ces processeurs sont des composants électroniques qui sont miniaturisés à l'échelle de 10 nanomètres. C'est ce que vous utilisez tous les jours. Et c'est ça qui vous permet de faire tout ce qu'on fait avec nos dispositifs électroniques actuellement. Communiquer, calculer, faire de l'intelligence artificielle. Et donc vous voyez que, excusez-moi, j'espère que vous m'avez entendu jusque-là, vous voyez qu'en fait les nanotechnologies, parce qu'elles ont réussi à pousser ces dispositifs électroniques sur des effets vraiment extraordinaires, la vitesse a été multipliée par 10 puissance 9 par la miniaturisation en milliardième. Eh bien, c'est ce que vous utilisez maintenant de façon régulière dans votre vie de tous les jours. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour fabriquer ces objets nanométriques, il fallait des moyens très lourds, très complexes, très onéreux. Mais la grande prouesse des nanotechnologies,
nanotechnologies, c'est que même si les outils pour les fabriquer sont très chers et pas accessibles à chacun d'entre nous, eh bien on arrive à en fabriquer pour des applications dites de masse, ce qui fait que tout le monde a besoin de nanotechnologie et qu'à la fin, le prix de vente à l'unité est tout à fait compatible avec un achat pour le grand public. Donc ce sont des technologies de pointe, très complexes, qui ont mis un demi-siècle à être incrémentalement mises au point, mais comme elles conduisent à des applications de masse, comme les circuits intégrés, l'électronique d'aujourd'hui, eh bien, elles se sont répandues partout dans la société. Et elles ont les impacts qu'on va discuter après. L'autre grande idée en faisant nano, c'est que à l'échelle nanométrique, c'est la physique quantique qui prend le dessus sur la physique classique. Et là aussi, ça donne des effets extrêmement spectaculaires qui sont mis à profit, y compris dans les dispositifs électroniques auxquels je faisais référence juste avant. Ensuite, il y a des idées toutes simples. Quand on fait des objets nanométriques, ils sont tellement petits qu'ils se faufilent partout. Et par exemple, lorsqu'on va faire de la médecine, ça va être important si par exemple on veut rentrer à l'intérieur du corps humain. On fait des objets tellement petits qui vont se faufiler, y compris être capable de franchir des barrières biologiques comme la peau, comme la barrière hémato-encéphalique, et on peut donc les utiliser pour amener des molécules, des médicaments donc à l'intérieur du corps humain, ou pour diagnostiquer des virus, des cellules cancéreuses et autres, ce que je vous raconterai tout à l'heure. Vous voyez qu'en faisant petit, il y a plein de conséquences assez simples à comprendre et qui sont utilisées maintenant tous les jours dans beaucoup d'applications. Et la dernière qui est vraiment importante, c'est que les biologistes le savent depuis longtemps, alors c'est pas écrit comme ça dans les vieux livres que tu as exposés tout à l'heure, mais le vivant, c'est-à-dire une cellule vivante, n'importe quel micro-organisme fait des nanos grâce à l'évolution. Toute la machinerie d'une cellule se passe à l'échelle nanométrique. Tout ce qui se passe dans le cytosquelette, dans les membranes, ce sont des petites machines moléculaires auto-assemblées par le vivant qui sont à l'action. Je dis souvent que bien sûr, nous autres ingénieurs, nous essayons de faire des dispositifs artificiels nanotechnologiques, mais grâce à l'évolution, le vivant, depuis plusieurs milliards d'années, maîtrise bien mieux que nous les nanotechnologies et fait des machines qui ont une puissance et surtout une durabilité qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par les moyens lourds de la science. Une fois qu'on a dit ça, il y a une idée très simple qui a germé, qui a irrigué beaucoup des recherches que j'ai menées, c'est que puisqu'une cellule vivante maîtrise les nanotechnologies et que moi, de mon côté, je suis capable de faire des objets à l'échelle nanométrique, eh bien, il va y avoir une interaction directe entre les objets artificiels que je fais et ces cellules vivantes. Et en gros, on peut interfacer des cellules sans les détruire. On peut échanger des signaux avec une cellule. On peut les mesurer. Alors ça donne des tas d'applications qui sont à l'étude dans les laboratoires. Par exemple, faire des nanoélectrodes implantant dans le cerveau pour mesurer les signaux échangés à l'intérieur de notre cerveau, pour soigner des maladies neurodégénératives par exemple, mais aussi pour faire des interfaces directes entre un cerveau humain et des machines. Vous voyez qu'au bout d'un moment, ça véhicule plein d'usages qui sont très différents. Ça réactive aussi plein de fantasmes de l'humanité, d'avoir aussi la possibilité de lire à l'intérieur d'un cerveau quels sont, je ne sais pas, les souvenirs, les pensées, etc. Et donc vous voyez qu'autour de ces techniques-là, il y a de multiples applications et plein de questions qui se posent. J'en viens de suite donc à cette diapositive, qui est le résumé de tout ce que je vous ai raconté. Je ne rentre pas dans le détail scientifique, c'est volontaire. Et donc il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, les nanotechnologies se retrouvent dans toutes les high technologies dont on parle. Elles sont au cœur de l'IA. Pourquoi parle-t-on d'intelligence artificielle? Pourquoi parle-t-on d'IA générative qui font du langage? Eh bien parce que les puissances de calcul se sont améliorées à tel point que ce qu'on ne savait pas faire il y a 10 ans devient possible. Et pourquoi les puissances de calcul ont été augmentées à ce point? Parce qu'on a miniaturisé les composants et que dans tous nos dispositifs électroniques, on a des puissances de calcul phénoménales qui font tourner ces algorithmes et qui permettent donc de faire ces développements. L'ordinateur quantique est aussi une application directe des nanotechnologies. La robotique utilise beaucoup tous les objets connectés. La communication sans fil, c'est à base de nanotechnologie. En médecine,
il y a beaucoup de choses qui se développent autour du diagnostic. Alors, le seul échec des nanotechnologies, je m'en veux parce que, oui, on aurait pu y arriver, mais on n'était pas prêt. C'est qu'au moment du Covid, on n'était pas au rendez-vous et finalement, il n'existait pas de test déjà possible à mettre en vente à partir de nanotechnologies qui auraient pu faire un dépistage rapide. Mais néanmoins, il y a beaucoup de travail qui ont été menés dans cette direction-là, et je vous présenterai mes propres travaux qui n'ont pas sur les maladies virales, mais sur la cancérologie. C'est grâce aux nanos qu'on fait aujourd'hui du séquençage à haut débit. Les nanotechnologies, en utilisant des dispositifs un peu similaires à ceux des dispositifs électroniques, ont permis de séquencer le génome de n'importe qui pour un coût qui est relativement modeste. Aujourd'hui, c'est à moins de 1 000 euros. C'est-à-dire, si vous avez 900 euros à dépenser aujourd'hui, vous pouvez vous faire séquencer complètement. À quoi ça sert? On mettra ça dans le débat tout à l'heure. Mais en tout cas, vous voyez, séquencer à haut débit tous les individus pour apprendre qu'est-ce qui se passe dans le vivant, quelle est la diversité génétique, d'où viennent les maladies, ben, c'est rendu possible par les nanotechnologies. Tout à l'heure, je parlais d'électrodes implantables. Aujourd'hui, dans mon équipe, par exemple, on essaie de fabriquer des organes humains sur puce. C'est un drôle de langage. Donc, moi, je n'aime pas ces mots, je n'utilise pas cela en général, mais ici, je les emploie pour que vous compreniez de quoi il s'agit. On arrive à expliquer à des cellules souches comment se différencier, et on reconstitue les organes d'une personne sur un support solide, miniature, qu'on appelle une puce en référence aux puces électroniques. On commence à fabriquer des avatars physiologiques d'individus en créant sur une puce de façon artificielle, à partir des cellules souches d'un donneur particulier humain, on arrive à reconstituer des petits bouts de ces différents organes. Ainsi, si l'on veut tester des médicaments sur cette personne pour savoir si cette personne est réactive à ces médicaments, on peut tester sur cet organe sur puce. Certains de mes collègues appellent même ça des humains sur puce. Voilà, là je trouve qu'il y a un franchissement éthique qui est vraiment important, comme si un humain c'était quelques cellules connectées par des tuyaux qu'on pouvait résumer sur une puce. Ça fait une réduction de l'humain qui est quand même assez dramatique. Mais en tout cas, vous comprenez ce genre d'application et l'intérêt que ça peut avoir pour la mise au point rapide, plus rapide, sans avoir une expérimentation animale des différents médicaments, des différents vaccins de demain. Le troisième, évidemment, en ligne, vous pouvez imaginer que toutes ces technologies nano eh bien, sont déjà utilisées dans plein de capteurs, d'actionneurs, des systèmes d'analyse, d'imagerie, dans les télécoms, dans les satellites, dans le spatial et évidemment dans le militaire, les grands programmes du soldat du futur, d'accord, qui est bardé de nanotechnologie, qui voit la nuit, qui n'est pas affecté par la fatigue, etc. Évidemment, il y a eu plein d'utilisations de nanotechnologie pour permettre ce genre de développement. Du coup, ça génère tout ça plein d'applications qui sont plus ou moins fantasmées, ou plus ou moins réelles, ou plus ou moins importantes, mais le maître mot, c'est avec les nanos, tout devient possible. Toujours plus, je multiplie les effets par 1 milliard, je ferai des soldats invincibles, etc. Vous voyez, toute la logorée qu'il y a derrière à développer les nanos, c'est participer à un futur dont à la fin on peut se poser la question, est-ce qu'il est vraiment viable ou pas? Mais en tout cas, c'est un discours de puissance. Par les nanos, en faisant petit, on va faire fort. Ouais. Mais évidemment, il y a aussi des tas de déchets. Ça, c'est rarement dit. Ça commence à venir dans la sphère scientifique. D'accord? Donc il y a quelques chercheurs sur les nanotechnologies, dont je fais partie avec d'autres, qui se disent aussi, attention, c'est bien beau tout ça, mais comme c'est des applications grand public, ça fait d'énormes quantités de déchets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment responsable de continuer à faire du toujours plus puissant, de l'IA partout, qui vont nécessiter plus de dispositifs électroniques? Donc c'est une vraie question. À propos des déchets, je vais aller relativement vite et je laisserai peut-être ça pour la discussion après. Mais retenez une chose simple. En mots, vous avez le développement de ce qu'on appelle les ICT, Integrated Circuit Technology, donc les circuits intégrés, donc les dispositifs électroniques à base de nano. Et vous avez en fait au niveau des ventes la croissance de ce marché. Okay. Retenez simplement le chiffre que ce marché augmente de 10%.
par an. Chaque année, on fabrique 10% de plus de ce dispositif à semi-conducteur à base de nanotechnologie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'IA qui part, parce que la robotique en a besoin, parce que l'imagerie médicale en a besoin, etc. D'accord? Donc on est bien sur les usages dont je parlais précédemment. Ici, je fais référence aux travaux de Jean-Pierre Raskin, par exemple, qui est un chercheur comme moi qui travaille autour des nanotechnologies depuis très longtemps et qui s'intéresse à essayer de réduire l'empreinte environnementale des nanotechnologies. Il fait de son mieux, et voilà ce qu'il raconte par exemple. Donc face à l'explosion de ce marché, eh bien, on crée une quantité de déchets considérable, tout ce qu'on appelle les déchets électroniques. Alors, évidemment, le premier réflexe qui vient, c'est de dire il n'y a qu'à les recycler. Alors, le schéma du bas est très important. Vous voyez l'évolution entre 80 et 2000. Vous reconnaissez toutes et tous la classification périodique des éléments. Vous voyez, dans les années 80, on utilisait tous les matériaux qui sont en bleu pour faire ces dispositifs électroniques. Dans les années 90, on a rajouté ceux qui sont en jaune aujourd'hui dans vos puces électroniques, dans vos téléphones portables, dans vos tablettes. Il y a tous ces éléments-là. Il y a 60 éléments de la classification périodique, des terres rares, des métaux nobles, et plein de choses qui sont très rares et un peu d'abondance sur la Terre. Autrement dit, quand on vous dit le numérique, c'est de la dématérialisation. On va faire du bien à l'environnement, il n'y aura plus de papier, il y a le cloud, vous voyez les mots qui ont été choisis, dématérialisation, le nuage, on a l'impression que c'est sympa, là. Il n'y a plus de matière, donc on est sobre, hein, pas du tout. Ces dispositifs électroniques, ils reposent sur un extractivisme effréné, d'accord. Il y a une pression sur les ressources qui est considérable. Le premier métal qui est menacé, c'est l'or. Okay. On en a besoin pour faire tout ce qu'on fait, c'est la connectique qui est à base d'or, et il y en a très peu. Le recyclage, c'est ce que j'ai mentionné ici. Par exemple, cette société prend des téléphones portables, les réduit en petites miettes et essaie de recycler ces éléments rares à partir de ça. Il y a eu plein d'études de fait, plein de recherches, et ça marche pas du tout. Sur les 60 éléments, on arrive réellement à en recycler 17, les autres non. Et sur ces 17, il n'y en a que 4 qui font que le produit recyclé est plus rentable économiquement par rapport à faire de la nouvelle extraction. Donc, finalement, malheureusement pour vous, pour nous, pour moi, le recyclage de ces matériaux-là n'est pas une solution. Okay. La solution actuelle, je ne sais pas si c'est écrit ici, vous le voyez, 70% de ces déchets sont enfouis sous terre. Ce n'est pas donc une solution sur le long terme. Finalement, la seule solution qui nous reste, c'est probablement la frugalité. C'est-à-dire, finalement, au lieu de continuer à en faire plus et à en utiliser davantage, c'est peut-être à réfléchir mieux à pourquoi on les utilise et être un peu plus sobre en ça. Pourquoi j'utilise ces nanotechnologies. Ça change aussi notre façon de vivre, de nous comporter, parce qu'on a quand même pris l'habitude de ces téléphones et on attend toujours qu'ils nous donnent plus de satisfaction et plus d'usage. Donc ça dépend aussi de nous, en tant que ce qu'on demande à ce marché-là. J'en arrive aux controverses. Les grands champs d'application des nanos, la nano-électronique, j'en ai beaucoup parlé. Les controverses qu'il y a derrière, c'est qu'évidemment, tous ces dispositifs électroniques, tous ces objets connectés, ils nous tracent. Vous voyez très bien de quoi je veux parler, d'accord? Il y a des grandes sociétés qu'on appelle aujourd'hui des GAFA, qui nous connaissent bien mieux peut-être que nos proches ou nos parents, par les habitudes et toutes les traces qu'on laisse sur la toile numérique. Et quelque part, derrière les nanotechnologies, il y a le syndrome de ce que d'autres ont appelé une démocratie de la surveillance. Voilà. Deux termes qui sont quand même un petit peu antagonistes. Et en fait, évidemment, il y a aussi toute l'industrie, tout le capitalisme qui fait qu'il y a des gens, évidemment, qui font beaucoup de bénéfices avec les nanotechnologies. Donc il y a cette pression, évidemment, que vous imaginez bien derrière tout ça. Et ça réactive donc ce que George Orwell, en 1984, avait pressenti dans d'autres contextes, et plutôt l'après-Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc. C'était ça qui lui avait fait imaginer cette démocratie un peu dictatoriale avec un Big Brother qui surveillait tout le monde. Mais maintenant, qui nous surveille? Eh bien, ce sont tous ces dispositifs connectés et qui abreuvent des données qui sont utilisées par d'autres. Voilà. Donc en fait, la controverse autour de tout cela, c'est la liberté individuelle, la vie privée,
Et aujourd'hui, évidemment, c'est ce que j'ai dit, hein, le Big Brother de 1984, ce soi-disant dictateur bienveillant qui faisait tout pour que les gens soient bien, mais qui surveillait en fait chacun, ben, il adorait les nanotechnologies. Les nanomatériaux, on fait beaucoup de matériaux à base nano. Comme je l'ai expliqué, quand c'est nano, ça peut rentrer dans le corps humain et ça a plein d'impacts sur la santé. Donc ça pose des questions de toxicité qui sont très étudiées en recherche aujourd'hui. Et en nanomédecine, il y a cette question maintenant de séquencer les gens. On a dit aussi des organes sur puce. On commence à essayer de fabriquer des organes qui vont pouvoir être réimplantés. Évidemment, ça alimente tout un courant extrêmement puissant dans certains pays, notamment aux États-Unis, de se dire aujourd'hui, les humains, Homo sapiens, est au tournant de son évolution. Eh bien, son développement, la maîtrise technologique qu'il a, qui est fantastique, fait que voilà, il commence à détruire son environnement et l'habitabilité de notre planète est mise en question pour la suite. Sauf si, par la technologie qu'il a mise au point, Homo sapiens est capable de se transformer biologiquement pour devenir résistant aux propres salissures qu'il est en train de faire. C'est-à-dire utiliser la technologie aussi pour s'améliorer, pour se transformer et pour être en capacité de survivre à tout ce qu'on est en train de créer. C'est une fuite à l'avant, évidemment. C'est un courant qui s'appelle le transhumanisme, que vous ne devez pas considérer comme voilà, quelques illuminés qui ont ces idées-là. C'est un courant très puissant, notamment dans la sphère des chercheurs. J'ai beaucoup de collègues aux États-Unis qui travaillent dans la Silicon Valley et qui ouvertement sont transhumanistes. Et ils disent, je fais ces recherches pour ça, pour que l'humain soit capable de se transformer, ne fasse plus confiance à l'évolution. Je reviens sur le livre de l'exposition de l'entrée, biologique qui est trop lente, parce qu'il faut plein de générations, alors que nous, on est en train de salir à une vitesse qui est beaucoup plus grande. Vous voyez bien, ça ne peut pas marcher. Donc, utilisons ce qu'on sait faire, nos technologies, pour nous transformer, pour devenir transhumains, voire pour créer une nouvelle espèce, qui ne serait plus Homo sapiens, mais Homo debitus ou Homo technicus, à vous de voir. Bon, en gros, les transhumains aiment les nanos. Je fais vite. Vous imaginez bien qu'autour de tous ces usages possibles, qui sont quelquefois des fantasmes et d'autres fois des réalités, eh bien, il y a plein de questions très sociétales et qui méritent d'être posées et discutées. Alors, aujourd'hui, moi je suis chercheur en nanotechnologie, je suis avec plein de collègues assaillis par cette prise de conscience qu'on traverse une époque charnière et que probablement si nous devons transiter ou bifurquer vers d'autres moyens d'existence qui soient beaucoup plus responsables et beaucoup plus durables, ben, les chercheurs aussi doivent se l'appliquer à eux-mêmes. Et donc il y a plein de chercheurs autour de moi, je ne suis pas un des plus engagés, mais pas un des moins engagés non plus, où on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer à faire de la recherche ou pas? Malgré la passion qui nous anime évidemment et malgré tout ce qu'on a fait par le passé. J'ai des collègues qui ouvertement disent, faut-il arrêter la recherche? J'ai des collègues qui arrêtent. Qui étaient chercheurs en robotique, par exemple, dans mon laboratoire, et qui disent « Mais non, je ne peux plus continuer. Maintenant que je sais, moi j'arrête. » Donc en fait, on est à un vrai dilemme. On est porteur de choses, on fait de la science, on la développe, on cherche des nouveaux trucs, mais on a aussi cette idée que, bon, est-ce qu'on n'est pas en train d'alimenter le système? On n'est pas en train de, voilà, de faire plutôt un poison que de faire quelque chose d'utile pour la société. Donc pour moi, la façon dont j'ai tourné la question, c'est pas tellement d'arrêter la recherche, je ne m'en sentais pas capable. C'est pas comme ça que j'ai vécu mon engagement. Ça me coûtait trop en fait. C'est très égoïste, je dis autrement si vous voulez, mais après on pourra en discuter si vous voulez. Je me suis dit, mais quand même, aujourd'hui, la question si on fait des nanos, c'est pas tellement comment faire, puisqu'elles ont maintenant bien évolué, tout le monde sait les utiliser, enfin tous les chercheurs en tout cas. Mais c'est pas tellement comment on s'y prend, mais surtout pourquoi on le fait. Et donc finalement, la responsabilité, pour moi, telle que je la décline en tout cas, ça va vous paraître un peu limité, mais c'est comme ça que je me pose la question. C'est à travers les projets de recherche que j'ai choisis, la finalité de ces projets de recherche, que j'assume la responsabilité des choix que j'ai fait d'utiliser les nanotechnologies dans cette direction et pas dans une autre. Ok, donc la suite de l'exposé,
c'est juste de façon transparente avec vous, vous montrer 2 projets que je mène actuellement. Je vous raconte de quoi ils retournent, je vous donne quelques éléments scientifiques, et après on discute, est-ce que c'est vraiment responsable ces projets ou pas? Voilà. Moi je suis prêt à assumer que il me semble que j'ai fait des choix à peu près justes, mais c'est peut-être pas la perception que vous avez. Et il y a quelques projets où je suis moi-même un peu incohérent, un peu en train de faire le grand écart entre je voudrais faire des choses durables et responsables et respectueuses de l'environnement, mais quand même, comme je fais des nanos, je sais que tout n'est pas aussi rond, d'accord? Donc ça fait partie, évidemment, des grandes questions. Ok, faut-il tout arrêter? Et vous pouvez vous poser ce même genre de questions en tant que citoyen, d'accord? On y va. La première chose dont je voudrais vous parler, dans les 2 projets que j'ai choisis, que je mène actuellement, c'est de commencer par celui-là, qui est un peu ésotérique. La question c'est, est-ce qu'il existe de la vie en dehors de la surface de la Terre? Si j'avais le temps de faire un sondage, je pense que beaucoup d'entre vous me diriez oui, l'univers est tellement grand qu'il y a forcément ailleurs des conditions d'habitabilité. Le problème c'est qu'on n'en a encore jamais rencontré, d'accord? Contrairement à tout ce que vous pouvez lire sur des rumeurs ou des fake news, d'accord? Personne n'a amené une preuve scientifique de l'existence d'une vie extraterrestre. Okay. On la cherche. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer des robots explorateurs sur Mars. Il y en a 3 qui courent la planète de Mars actuellement et qui cherchent sans arrêt est-ce qu'il y a des traces de vie sur Mars. Okay. Ça serait une découverte quand même majeure. La vie a pu apparaître ailleurs que sur Terre. C'est une question qui peut vous paraître dérisoire, etc. Mais c'est une question qui m'a intéressé. Par la raison qu'avec les nanos, j'ai imaginé, avec mes collègues, une façon de faire qui pourrait être assez spectaculaire pour répondre à cette question. L'idée donc, c'est de se dire, je fais un petit capteur qui, s'il est envoyé, par exemple sur Mars, qui est la planète la plus accessible aujourd'hui en dehors de la Terre, où la vie a pu exister dans le passé, ou peut-être existe encore sous une forme de micro-organisme, et ce détecteur, déployé sur Mars, est capable de renifler s'il y a quelque chose de vivant autour de lui. C'est une question bizarre. Donc faire un capteur de vie, croyez-moi, c'est pas simple. Si j'avais le temps, parce qu'on l'a fait, on s'est posé la question, mais c'est quoi la définition de la vie? Eh bien, j'ai fait toute la littérature sur le sujet, et il n'y en a pas. C'est très compliqué à définir, c'est quoi d'être vivant? La définition de la NASA n'a aucun sens. En tout cas, elle n'est pas utile pour faire un détecteur de vie. La définition de la NASA, c'est n'importe quel système moléculaire complexe qui est capable de montrer une évolution de type darwinien. Okay. Essayez d'imaginer un capteur qui est capable de détecter à l'instant T s'il y a une évolution darwinienne quelque part. Vous voyez, ce n'est pas du tout utile. Bref, nous on est parti sur cette idée que ces traces étaient forcément moléculaires. On va chercher, évidemment, le même genre de vie que ce qui existe sur Terre. Donc si vous réfléchissez, tous les êtres vivants sur Terre, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'en gros, ils contiennent de l'ADN. Voilà, c'est une biomolécule, si on la détecte, c'est intéressant. Les cellules sont toutes faites de bicouches lipidiques. Si on trouve des lipides, c'est aussi un truc intéressant, les protéines. Donc en fait, on se dit, s'il y a une activité vivante quelque part, sûrement dans un comportement aqueux, il va y avoir des traces moléculaires, des molécules complexes, qui sont similaires aux molécules qui ont donné la vie sur Terre. Et donc on va chercher ça. Évidemment, il y en a en très petite quantité. Et donc on a eu cette idée toute bête. Le robot prend une eau martienne. Cette eau, vous voyez, je vais symboliser ici, elle contient plein de choses qui ne nous intéressent pas, c'est des petits cailloux noirs. Et quelquefois, il y a quelques molécules qui pourraient être des traces de vie. Et je veux les chercher. Elles sont à des concentrations extrêmement faibles. Du coup, il faut les concentrer. Notre idée, donc, c'est de fabriquer des surfaces super hydrophobes, comme certains végétaux. Peut-être que vous avez remarqué ça, quand la goutte de rosée se pose, ça fait une goutte extrêmement ronde. Et si vous faites une surface super hydrophobe, la goutte ne s'étale jamais sur la surface. Et si vous la faites évaporer, comme c'est symbolisé ici, les molécules d'eau s'en vont en phase vapeur, et tout ce que contenait la goutte d'eau vient se concentrer sur un tout petit espace, et donc on a concentré toutes les traces moléculaires, même si elles étaient en très petit nombre. C'est ça qu'on a développé. Ce que je vais essayer de vous convaincre, attention, ça a été très dur de convaincre
mes collègues scientifiques, on y était arrivés, parce que c'est assez spectaculaire sur le résultat qu'on obtient. À partir de 6 microlitres, c'est le volume de la goutte, c'est tout petit. On arrive à détecter des molécules à des concentrations de 10-18 mol par litre. Ok. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du nanomolaire, qui est à peu près les concentrations du diagnostic médical, par exemple. Le picomolaire, c'est déjà très 10-12. Le femtomolaire, c'est 10-15. Et nous, on est à l'attomolaire, 10-18 mol par litre. Pour certains et certaines, c'est trop technique et ça ne parle pas. Donc j'ai essayé de faire un petit calcul avant de venir pour que toutes et toutes vous compreniez ce que veut dire une dilution aussi extrême que 10-18 mol par litre. Ça revient à la chose suivante. Vous versez la salière chez vous ce soir, vous prenez le petit grain de sel, le plus petit que vous trouvez. Vous le voyez? Il n'est pas gros, hein? Moins de 2 mm. Ce grain de sel, vous le diluez dans un volume d'eau, et on va essayer de trouver quel est le volume d'eau dans lequel il faut le mettre pour atteindre 10-18 mol par litre. Et bien ce volume, c'est par exemple une piscine olympique de 50 mètres de long, 25 mètres de... Non, dans la piscine olympique, j'arrive à peine au picomolaire. Le calcul, il est le suivant, c'est un exercice de pensée. Pour comprendre ce que c'est 10-18 mol par litre, ce petit grain de sel, vous le mettez dans le lac Léman. 100 km, 25 km, 100 mètres de profondeur. C'est un exercice de pensée, parce que malheureusement, le lac Léman, c'est pas que de l'eau douce. Imaginez-moi que ce soit que de l'eau douce. Vous le laissez se diluer. Ok, mais après, vous prenez une goutte, 6 microlitres du lac Léman, vous le posez sur mon détecteur, et il vous dit qu'il y a du sel dans l'eau. C'est hypersensible. Alors on est arrivé à ça par plein de stratagèmes. Voilà nos surfaces super hydrophobes. Là, il y a des nanotechnologies. Elle est bardée de micro-piliers. Vous voyez peut-être à l'image ici, vous voyez tous ces petits piliers. Ce sont des picots qui sont gravés dans le silicium, qui est un semi-conducteur qui sert à faire les dispositifs électroniques. C'est un de ces piliers, vous l'avez ici. Et en gros, la goutte d'eau, elle est au-dessus des piliers. Donc en fait, elle ne touche pas la surface. C'est pour ça qu'elle reste si ronde. Et en plus, pour être vraiment les recordman du monde de la super hydrophobie, on a rajouté par-dessus ces micro-piliers d'autres petits piliers beaucoup plus petits qui sont nanométriques. La dimension ici, c'est 3 microns, et la dimension de ces petits piliers, c'est 100 nanomètres, et ils font 1 micron de haut. Vous voyez, la goutte d'eau, elle est sur des poils hérissés qui sont en silicium très dur, et donc elle ne touche pas vraiment la surface, elle est comme sur coussin d'air, et donc elle s'évapore, elle s'évapore, elle s'évapore, et elle va finir par larguer tout ce qu'elle contient là dans la petite cible qu'on a mis ici. Le problème des surfaces super hydrophobes, c'est que quand on pose une goutte d'eau dessus, comme elle est ronde, elle roule, et finalement ça ne marche jamais parce que le truc il tombe jamais où il faut. Donc on a vachement réfléchi, mon doctorant a beaucoup bossé, et il a trouvé des artifices avec des lignes ici pour qu'en fait la goutte s'auto-aligne, et à la fin, elle dépose tout ce qu'elle avait à l'intérieur sur la cible qui est au centre. Donc à la fin, les molécules que je cherche, elles se sont mises à un endroit très petit. Je vais envoyer un faisceau laser à cet endroit-là, et par spectroscopie, je peux identifier toutes les molécules qu'il y avait dans cette eau, et découvrir si jamais il y a des traces de vie ou pas. J'avance donc sur ce schéma. Voilà quelques images. À gauche, ici, vous avez la goutte d'eau vue de dessus. Vous voyez, elle est en train de s'évaporer. Et à droite, vous avez la même goutte d'eau vue de profil qui s'évapore. Vous voyez, le volume diminue. Et petit à petit, quand l'évaporation... Et bim, elle s'est centrée au centre et elle a déposé tout ce qu'elle avait au milieu. Bon, là, ça va durer, c'est pareil. On a un peu accéléré. Ça prend plusieurs dizaines de minutes à température ambiante. Et à la fin, imaginez qu'il y avait des choses dans l'eau, là. Elles se sont déposées exactement à l'endroit où je peux aller les chercher, au centre. Voilà un truc phénoménal, je vais vite. Ici, dans cette expérience, vous devez voir sur la cible centrale une particule de plastique qui a été rajoutée volontairement dans l'eau. Okay, on a fait des dilutions de façon à ce que dans mon 6 microlitres, il n'y ait qu'une seule particule. Cette particule, elle a un intérêt, c'est qu'au microscope électronique, je peux la voir.
La goutte d'eau, au départ, elle est beaucoup plus grande, elle fait plusieurs millimètres. Il y a une seule particule à l'intérieur. Le processus se passe, et à la fin, je regarde, et je trouve que ma bille, elle a été amenée exactement au centre. Je ne perds rien en route, parce que ma surface est vraiment supérieure au fond. Ok, là, c'est par exemple, on a fait varier le nombre de billes qu'on mettait dans la goutte, et on regarde le nombre de billes qu'on obtient sur le piédestal. Vous voyez que c'est une bissectrice parfaite. Si vous mettez une bille, il y en a une. Si vous en mettez deux, il y en a deux. On perd personne en route. Du coup, vous allez me dire, des billes de plastique, hein, ça peut être utile pour détecter le microplastique, parce qu'on a aussi des applications dans ce domaine-là. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment des traces de vie, d'accord? Ou alors une drôle de vie, peut-être assez humaine, mais pas tellement martienne, d'accord? Donc en fait, évidemment, l'intérêt, c'est de regarder, par exemple, si je mets des biomolécules comme l'ADN. Donc là, dans cette expérience, dans la goutte d'eau, la concentration, c'était 10-15 moles par litre. Ok, c'est pas le lac Léman, mais c'est probablement un lac des Pyrénées, d'accord? Donc là, une dilution quand même très, très forte. Vous voyez ce petit dépôt blanchâtre sur la cible, c'est toutes ces molécules d'ADN. Et au microscope électronique, avec la résolution qu'on a, on voit même les molécules, vous voyez, qui se sont tendues au-dessus des piliers. Alors vous allez me dire, ça marche donc là, le truc, quoi. Je fais le machin, même s'il y a très peu de biomolécules dans la goutte d'eau martienne, il me suffit après d'envoyer sur Mars un microscope électronique et je vais voir. Mais non, un microscope électronique, pour ceux qui n'en ont pas vu, d'accord, c'est un instrument qui fait, je sais pas, un quart de cette pièce, qui pèse plusieurs tonnes, et c'est typiquement pas le genre de truc qu'on va envoyer sur Mars, d'accord, c'est impossible. Donc évidemment, on a mis au point une façon de détecter la molécule qui n'est pas simplement de l'imager avec un microscope électronique, parce que ce n'est pas une technologie qui est spatialisable. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est, je ne vais pas détailler le principe, vous voyez, il y a une molécule à identifier, on envoie un faisceau laser, et la molécule interagit avec la lumière, et c'est un phénomène qu'on appelle la spectroscopie Raman, découverte il y a plus d'un siècle par un physicien indien qui s'appelle Raman. Et en fait, l'interaction avec la molécule change légèrement la couleur de la lumière. On appelle ça la diffusion Raman. C'est une diffusion inélastique. Le photon change d'énergie, donc de longueur d'onde. Et en analysant les changements de longueur d'onde, on peut identifier toutes les liaisons chimiques de la molécule et donc identifier quelle est la molécule qui a été illuminée par le laser. C'est une technologie extraordinaire qui marche pour toutes les molécules. Chaque molécule a une signature spectroscopique et donc, si on arrive à faire un spectre Raman, on arrive à identifier la molécule. L'idée, c'est d'avoir sur notre piédestal, on envoie le faisceau laser, on regarde tous les spectres et on cherche les spectres qui évoquent une biomolécule d'intérêt, un lipide, une protéine, de l'ADN ou autre. C'est l'idée. Voilà par exemple ce qu'on a obtenu avec un truc assez spectaculaire. Donc, dans la goutte, on avait volontairement une eau ultra pure. On a beaucoup de mal à trouver de l'eau ultra pure, mais on y arrive. Il y a toujours des contaminants, mais on sait les discriminer maintenant. Et on fait des concentrations ici, 10-17 moles par litre. Bon, c'est un dixième du lac Léman, c'est déjà pas mal. Et on a un magnifique spectre sur notre piédestal qui évoque la molécule d'ADN. Donc ça marche vraiment bien. Alors, je vais passer là-dessus parce que pour que ça marche, le signal Raman est très peu intense. Et nous, à la fin, on a une ou deux molécules sur notre piédestal, pas plus. Donc il faudrait avoir un signal observable, même pour une seule molécule. Les technologies Raman, d'habitude, marchent au micromolaire. 10-6 moles par litre, mais pas à la molécule unique. Et par les nanos, on a trouvé un phénomène très intéressant qui est une résonance plasmonique. Donc ça, c'est des effets quantiques. Et quand on met des nanoparticules d'argent, que vous voyez ici, qui ont été déposées au sommet des piliers qui font la superhydrophobie, au voisinage de ces nanoparticules d'argent, la lumière, le champ électrique est multiplié par un facteur énorme. On appelle ça un facteur d'augmentation du champ électromagnétique local, juste à la surface des nanoparticules. Okay. En travaillant cet effet nano, on arrive à multiplier le signal Raman. C'est ce que je vous ai dit à l'introduction. En faisant de nano, on fait du milliardième de mètre, mais on multiplie les effets par un milliard. Et donc, on multiplie le signal par un facteur colossal, entre 1 million et 1 milliard. Ce qui fait que même pour une molécule unique, on est capable d'avoir un signal.
technologie qu'on a mis au point. Tout ça, c'est des endroits où le champ électromagnétique de la lumière va être augmenté fortement. Si on a une molécule qui tombe sur un de ces points d'exaltation du champ électromagnétique, eh bien, à ce point-là, on aura un spectre qui va nous permettre d'identifier la molécule. Et ça donne ça. Je reviens rapidement. Ici, le spectre le plus important, c'est celui-là. C'est une molécule particulière qu'on a mis dans notre goutte d'eau, qui a une signature vraiment bien connue. Ici, c'est de la rhodamine, c'est le colorant. La concentration, c'est 1 attomolaire. On est vraiment dans le grain de sel du lac Léman. C'est la concentration la plus faible qui a été reportée pour faire une détection moléculaire jusqu'à présent. Et on a un spectre avec tous les pics qui correspondent à la molécule de la rhodamine. Donc on pense avoir mis au point un détecteur qui vraiment peut découvrir sur une planète quelconque, à partir d'une goutte d'eau prélevée sur évidemment un réservoir d'eau qui aura été identifié sur cette planète, de détecter les moindres molécules qui peuvent avoir un intérêt pour tracer des comportements vivants, des évolutions de micro-organismes. Évidemment, vous allez me dire, pour l'instant, on n'a pas convaincu ni l'Agence spatiale européenne, ni la NASA d'amener ça sur les robots Curiosity, Perseverance, ou les robots qui viendront après pour explorer, par exemple, Mars, qui est l'objet maintenant de toutes les futures missions d'exploration pour trouver des traces de vie sur des surfaces en dehors de la Terre. On s'est dit, pour convaincre davantage, il faudrait qu'on arrive à faire marcher ce dispositif avec un objet qui vient de l'espace mais qui est tombé sur Terre. Et donc, très simplement, on s'est tourné vers ce météorite extrêmement célèbre, que peut-être vous connaissez par ailleurs, qui est le météorite de Murchison, un énorme caillou venu de l'espace qui est tombé en Australie dans les années 69, là. 100 kilos, la bête. Okay. Donc vraiment un des très gros météorites. Ça a fait le tour du monde parce qu'évidemment, cette matière venue de l'espace, tous les chercheurs l'ont analysée pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et on sait, et c'est d'ailleurs sur ça qu'est posée aujourd'hui la principale théorie qui fait consensus sur qu'est-ce qui a amené la vie sur Terre, c'est en analysant ce météorite. Parce qu'on a trouvé à l'intérieur du météorite des acides aminés, pas de l'ADN, mais ce qu'il y a juste après, ce qui est entre l'ADN et les protéines. Donc, effectivement, des biomolécules qui ressemblent étrangement aux biomolécules de la vie sur Terre. Alors, vous allez me dire, les traces de vie, on les a déjà découvertes. Ben oui. Et l'origine de la vie sur Terre, c'est que les premières molécules, contrairement à une autre théorie qui disait qu'elles avaient été synthétisées sur Terre, elles ont été synthétisées ailleurs dans l'univers, et elles sont venues ensemencer la Terre avant qu'il y ait l'atmosphère par les météorites qui sont tombés dessus. Bref, on sait que dans la matière spatiale, notamment les météorites, il y a déjà des acides aminés. Du coup, nous, on s'est dit, si notre méthode elle marche, si je l'applique à analyser ce météorite, je dois trouver aussi des acides aminés. Le problème du météorite, c'est que c'est un caillou. Et moi, j'ai dit, je travaille avec l'eau. Donc, ce qu'on a fait, c'est un peu compliqué. On a pris un petit bout du météorite, grâce à des collaborations internationales qu'il faut remercier et saluer. On a lavé ce météorite avec de l'eau, plusieurs fois, de façon à arracher toute la matière organique, pas minérale, qui était à l'intérieur de ce bout de caillou. Et ce qu'on a analysé, c'est l'eau de lavage. Okay. Elle devait contenir toutes les molécules, notamment les acides aminés, qui étaient dans le caillou. Quand on l'a fait, le problème, c'est que sur notre piédestal, on a eu ce gros paquet immonde là. Tout s'est venu se concentrer et il y avait trop d'impuretés. Donc en fait, cette eau de lavage n'était pas assez pure pour que notre méthode marche. Du coup, on a dilué 10 000 fois l'eau de lavage. On est tellement sensible qu'on peut diluer. De toute façon, à la fin, il suffit qu'il reste quelques molécules et on va les découvrir. Et donc, à la fin, en diluant, on arrive à avoir des spectres extraordinaires qui nous renseignent sur toutes les molécules organiques qu'il y avait dans ce caillou. Et évidemment, parmi ces spectres, on a retrouvé le spectre des acides aminés. Ici, c'est la glycine, qui est l'acide aminé dont les chercheurs avaient dit qu'il était le plus représenté dans ce météorite. Donc, en fait, on sait que notre méthode, elle marche vachement bien. Est-ce qu'elle sera un jour sélectionnée pour aller dans une exploration martienne ou autre à détecter les traces de vie? C'est l'avenir qui nous le dira.
Je voulais dire que ce sujet est fortement d'actualité. Peut-être vous avez entendu ça à France Inter il y a 2 jours. C'est mon cas en me levant le matin. D'accord? Dans cette étude qui date donc de mars 2025, qui est, le premier auteur est une chercheuse française, au passage. Ils ont découvert sur le robot actuel qui est en exploration sur Mars, en analysant mudstone, c'est l'argile martienne, par des méthodes qui n'ont rien à voir avec la méthode très simple de mettre une goutte et de regarder ce qu'il y a dans la goutte, d'accord, qui est beaucoup plus compliquée. Ils ont réussi à montrer qu'il y avait des molécules relativement longues sur Mars. Ce sont des alcanes, et c'est le record de la molécule la plus longue, plus complexe, 12 atomes de carbone qui a été découvert. C'est loin d'être encore une signature biologique. Mais juste pour vous dire qu'actuellement, la meilleure détection qui ait jamais été faite, c'est simplement ces molécules-là par une méthode très compliquée, à côté de ce qu'on a mis au point, et juste déposer une goutte, la laisser s'évaporer et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est ce projet dont je voulais vous parler, juste pour que vous compreniez à la fois quelle est la finalité, comment on s'y prend, pourquoi les nanos c'est intéressant. Et je laisse libre cours à vous dire mais pourquoi il fait ça, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est responsable, etc. Et peut-être on discutera de ça après. J'en arrive maintenant. Il y a d'autres applications, excusez-moi. On peut chercher aussi, évidemment, c'est pas que pour le spatial qu'on a développé ce projet, mais les polluants. Là, par exemple, dans cette expérience, je vais très vite, on a laissé de l'eau pure dans des tubes en plastique. Ok. On a laissé cette eau séjourner 15 jours. Okay. Dans des petits tubes en plastique. Dans les plastiques, vous savez, bon, il y a des monomères qui ont été polymérisés, qui font le corps plastique, mais il y a surtout plein d'additifs qui sont rajoutés par toute l'industrie du plastique. Ces additifs ont des vertus, ils les rendent plus souples, moins cassants, etc. Et dans ces additifs, il y a notamment des phtalates. Et les phtalates, une fois s'ils sont relargués, ce sont des perturbateurs endocriniens, ils ont une toxicité qui est avérée, et donc il y a suspicion qu'il y a plein de phtalates dans toute l'eau qui a circulé dans des choses en plastique. On s'est dit, notre méthode peut peut-être le voir. Okay. Dans cette méthode, dans cette expérience, on a laissé traîner pendant donc 15 jours de l'eau dans des tubes en plastique. On a pris une goutte et on a cherché les molécules qu'il y a dedans, et je vous donne un mille évidemment, on a trouvé des tas de traces d'acide phtalique. Okay. C'était juste pour vous montrer qu'à partir d'un projet qui se décline, je vais chercher des traces de vie sur Mars, dont moi-même je ne suis pas persuadé qu'un jour ou l'autre ça détectera des traces de vie sur Mars. Ça dépend de tellement d'autres choses maintenant. Est-ce que c'est cette techno qui va être sélectionnée? Est-ce que voilà. Mais il y a aussi des applications très terrestres qui sont utiles pour détecter les polluants. Le problème de ces techniques-là, c'est qu'elles sont tellement sensibles que malheureusement on détecte de la pollution partout. Du coup, à quoi ça sert de dire aux gens il y a de tout partout qui sont des poisons? Vous comprenez qu'à un moment donné, c'est un peu le sujet qui est là, c'est que évidemment on a fait des nanos, on a fait un truc spectaculaire, 10-18 moles par litre. Je l'ai dit de façon décontractée, mais moi ça me fait... J'en ai les poils qui se hérissent d'en parler, c'est un exploit extraordinaire. Vous comprenez, ça me passionne. Mais à la fin, quand on réalise vraiment à quoi ça sert finalement, ben, la question est moins simple. Si je cherche à détecter dans l'eau de n'importe quoi des choses, je vais les regarder. Qu'est-ce que je fais de cette information? Qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que société? C'est complexe. Ça peut être utile, mais pour l'instant, les usages vraiment avérés de cette technologie, il reste à découvrir. C'est vraiment exploratoire. J'avance maintenant sur un deuxième projet qui est cette application médicale. C'est un projet qu'on a démarré en 2009 avec la doctorante que j'encadrais à l'époque, qui est à l'INSERM, qui est rentrée au CNRS sur ce projet quelques années après, et qui, quelques années après, a tellement cru au projet qu'on avait développé ensemble, qu'elle a décidé de quitter le CNRS et de créer une société pour transférer ce qu'on avait fait au laboratoire pour la société, notamment donc, pour la clinique et l'oncologie. C'est juste pour vous dire que dans les trajectoires de chercheurs, il y a de tout. Il y a des chercheurs qui restent dans le monde académique longtemps comme moi, et puis il y a des jeunes avec qui j'ai travaillé, avec qui on a eu ces idées au début, qui eux se sont dit, mais non, moi j'ai vraiment envie que ça serve, et tant pis, j'ai été chercheur, ça me plaisait, mais maintenant je deviens entrepreneur,
avec tout ce que ça représente, faire vivre une start-up, démontrer que ça va marcher. C'est un parcours du combattant. Voilà, je salue ici le courage extraordinaire de Aline. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de diagnostiquer un peu mieux les cancers. Et je vais essayer de vous introduire le concept de la biopsie liquide. Je vais très vite. Probablement que ce sont des maladies dont vous connaissez un petit peu les développements. C'est que globalement, quand une tumeur se développe dans un tissu, par exemple ici, vous voyez, c'est la tumeur primaire, c'est un ensemble de cellules qui se dérégulent et qui, génétiquement, avec toutes les mutations qui s'accumulent et qui ne sont pas réparées par les processus normaux, a une volonté extraordinaire de se disséminer dans tout le corps humain. C'est ça, la biologie du cancer, entre autres. Et une façon de se disséminer, c'est que cette tumeur est capable d'envoyer des cellules dans la circulation sanguine. Ces cellules, elles sont dans la tumeur, bien au chaud, d'accord, bien alimentées par toutes les collègues qui les aident à survivre et à se proliférer. Elles arrivent à sortir de la tumeur, à écarter les cellules qui font la paroi des vaisseaux sanguins. Donc vous voyez, elles forcent et elles sont capables de rentrer dans la circulation. Elles tournent. Certaines disparaissent, elles sont bouffées par le système immunitaire. D'autres meurent en route parce qu'elles n'ont rien à faire dans la circulation sanguine. Mais il y en a d'autres qui arrivent à survivre et à faire le trajet inverse. Ça s'appelle l'extravasation. Elles vont réussir ici à faire le chemin inverse, c'est-à-dire réécarter les cellules qui font la paroi des vaisseaux sanguins, rentrer ailleurs dans le corps humain et faire les métastases. Aujourd'hui, le chiffre est éloquent. 90% des décès du cancer ne sont pas dus à la tumeur primaire qui est soignée et éradiquée, mais aux rechutes métastatiques. Ce processus d'envoyer des cellules dans la circulation sanguine arrive très tôt, même quand la tumeur est très petite. Et au cours de l'évolution de la maladie, il y en a de plus en plus, et c'est ça qui conduit après à la diversité métastatique. L'idée que les cliniciens nous ont donnée, en venant nous voir, vous qui faites des nanos, vous qui faites des trucs spectaculaires, est-ce que vous seriez capable d'attraper les cellules tumorales qui circulent dans le sang? Parce que si vous y arrivez, eh bien, en les analysant, en les séquençant par exemple, on a accès à la matière tumorale. On n'a plus besoin de faire ce qu'on appelle la biopsie solide, d'ouvrir le patient, d'extraire la biopsie, c'est très invasif, très douloureux, et d'analyser la biologie de ce cancer pour adapter le traitement. La biopsie solide, qui est un acte invasif, aujourd'hui, elle se fait une fois pour un patient, au début. Et ça permet justement de traiter la tumeur primaire. Mais après, quand il y a des métastases un peu partout, c'est un truc qui ne peut pas être fait, qui est trop douloureux sur des patients qui sont un peu aussi déprimés, et donc on ne peut pas l'utiliser. Imaginez, par une simple prise de sang, vous avez accès à toutes les cellules qui circulent tumorales, y compris les cellules qui vont faire les métastases, c'est-à-dire celles qui vont être résistantes au traitement. Et ça donne des moyens thérapeutiques qui sont extraordinaires. La difficulté technique, maintenant, je parle de ça, c'est le nombre. Quand on regarde 1 millilitre de sang, il y a 1 milliard de globules rouges. Dans 1 millilitre de sang, il y a 1 million de globules blancs. Si vous êtes un patient cancéreux en phase métastatique, dans ce millilitre de sang, vous avez 5 à 10 cellules tumorales. Vous comprenez? Le sang, c'est plein de monde. Et parmi tout ce monde, il faut qu'on arrive à trouver les quelques-uns qui ne sont pas tout à fait comme les autres, qui sont tumoraux. Voilà, ce truc-là, c'est ça. C'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Je préfère ce qui va venir. Peut-être vous adorez ce jeu. Où est Charlie? En fait, dans 1 millilitre de sang, vous avez tous ces Charlie, ils se ressemblent tous. Hein. Le globule blanc et la cellule tumorale, ils ont à peu près la même tête. C'est vachement sûr de les distinguer. Et vous devez chercher où est Charlie. Malheureusement pour Charlie, ici, il symbolise la cellule tumorale. C'est hyper compliqué. Vous voyez que dans le projet d'avant, je cherchais un truc, dans un truc très pur, des traces. Et là, le problème technique, il est inverse. Je cherche des trucs très rares, les cellules tumorales, mais dans une multitude de concurrents, et il faut que je discrimine. On a fait beaucoup d'études avant, notamment en utilisant un instrument merveilleux de nanotechnologie, le microscope à force atomique, qui nous a permis de mesurer la rigidité des cellules. Ça paraît étrange, c'est un appareil, on a une pointe, on le descend sur une cellule, on appuie sur la cellule comme j'appuie sur ce fauteuil,
vous voyez, ça me résiste plus ou moins. Si j'arrive à mesurer si la cellule est dure ou si elle est molle. On l'a fait beaucoup avec les cellules sanguines, les globules blancs. On l'a fait avec les cellules tumorales et on a découvert que les cellules tumorales étaient plus rigides que les cellules saines qui circulent dans le sang. Moins faciles à déformer. Aussi, on les a vues légèrement plus grosses, mais pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Et ça nous a donné l'idée de simplement filtrer le sang. De faire, par exemple, ce genre d'épuisette. Là, on utilise des technologies d'impression 3D à l'échelle micrométrique. C'est pas de l'impression 3D, peut-être que vous connaissez, à des échelles beaucoup plus grosses. La taille des trous ici, c'est plus petit que la taille des cellules, c'est 8 microns. Et vous voyez, l'idée, c'était de faire une épuisette, on la met dans le sang. Au début, on pensait la mettre au bout d'un cathéter, et elle va attraper les cellules tumorales, on ressort l'épuisette, et voilà, on a de quoi faire une biopsie liquide à travers le sang. Et c'est très peu invasif pour le patient. Vous pouvez le faire au début, vous mettez en place un traitement, vous devez trouver moins de CTC, ok, puis la maladie est éradiquée, il y en a très peu, et puis si ça repart de façon métastatique, ce qu'on appelle la maladie résiduelle, la rechute, on dit ça aussi en clinique, mais vous pouvez la détecter très vite et très rapidement réagir thérapeutiquement. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça avec ces techniques qui sont difficiles à industrialiser. On utilise une fois de plus les mêmes technologies que ce qui permet de faire des dispositifs intégrés, ce qu'on appelle la technologie silicium. Et on fait ces objets qui sont des filtres. Alors, il y a beaucoup de lumière. Je pense que vous pouvez voir que dans ces cavités-là, c'est dommage, on ne voit pas très bien, et il y a plein de petits trous qui ont ces dimensions-là et qui permettent en fait de filtrer le sang et de retenir les cellules tumorales et de laisser passer toutes les autres. Soit parce qu'elles sont plus petites, c'est le cas de tous les globules rouges, soit pour les globules blancs qui ont à peu près la même taille que les CTC, parce qu'ils sont plus gros. Et donc dans le flux sanguin, ils se déforment et ils finissent par passer par les trous, alors que les cellules tumorales, elles restent coincées. Ok, on ressort le filtre, on analyse la séquence, et on apprend tout sur la biologie de la tumeur. C'est ça l'idée. Okay. En 2016, on a déposé ce brevet. Alors on a beaucoup hésité, est-ce que c'est un brevet, est-ce que c'est une publication? Bon, on a dit, allez, il y a un intérêt, on va plutôt breveter à travers le CNRS, bien sûr. Et on a créé une société en se disant, ben, ce brevet, si par exemple je vais voir les grands industries du médical, ils risquent de dire, oh, je ne sais pas si on va vraiment l'utiliser. On avait peur en fait que ce brevet, il ne soit pas exploité par les industriels parce que c'était trop risqué. Et du coup, Aline a eu ce courage extraordinaire de dire, moi je me retrousse les manches, c'est nous-mêmes qu'on va essayer d'industrialiser ce dispositif pour qu'il puisse servir à un grand nombre pour la diagnostiquer ces cancers de cette façon-là. Et donc on a créé cette société, ce qui fait qu'aujourd'hui on est aussi rentré dans le système un peu de l'entrepreneuriat, donc du capitalisme, avec toutes les incohérences que ça peut représenter, pour essayer d'amener cette technologie à une maturité telle qu'il puisse être réellement utilisé en clinique. Parce qu'on y croit vraiment fort. Et les résultats qu'on a sont hyper encourageants. Je vous donne juste une petite vidéo pour vous faire comprendre. Voilà, par exemple, au microscope électronique, on voit les cellules tumorales qui ont été arrêtées par les trous. On les identifie par les marquages classiques de la biologie pour évidemment certifier que ce ne sont pas des globules blancs mais des cellules cancéreuses. Vous voyez qu'effectivement, il y a quelques globules blancs qui sont restés coincés, d'accord? On n'est pas 100% sélectif. Donc à la fin, dans tout ce qu'on a retenu dans le filtre, il faut avoir d'autres moyens pour dire, allez, j'ai 100 cellules qui sont restées coincées, je fais les marquages et je m'aperçois que finalement, à la fin, sur ces 100, il n'y en a que 90 de tumorales, et il y a 10 globules blancs qui auraient dû passer par les trous et qui ne sont pas arrivés, d'accord? Rien n'est parfait. Mais on a les moyens de quantifier tout ça. Finalement, c'est peut-être ça qui parle le plus. On a réussi à faire une image en temps réel de ce qui se passe. Vous imaginez qu'il y a un flux qui passe à travers le filtre. On a marqué les cellules tumorales en vert. Et on les voit s'arrêter par les trous. Dans cette technologie-là, vous voyez aussi qu'on a mis des électrodes, les petits traits que vous voyez. On arrive à mesurer aussi les propriétés électriques de ces cellules tumorales. Et on s'est aperçu qu'elles sont différentes des cellules saines. Donc il y a aussi un phénotype électrique associé à ces cellules tumorales.
Aujourd'hui, SmartCatch, c'est une entreprise. On fait des essais cliniques. Elle est utilisée pour la recherche clinique, pas encore pour le diagnostic au niveau des patients, d'accord? Pour faire des études sur le cancer, sur sa dissémination. Il y a plusieurs hôpitaux qui nous font confiance. On crée maintenant, vous voyez, des dispositifs beaucoup plus imposants. Ici, c'est tout ce que vous voyez sur ce schéma-là. Chaque petit, ça ressemble à un logo d'une voiture bien connue. Entre les deux trucs, là, vous voyez, il y a plein de petits trous qui ont la bonne taille, que je zoome pas pour que vous ne puissiez pas les reproduire de votre côté. Enfin, il y a eu beaucoup d'études pour arriver à faire la bonne forme des trous, la bonne distance entre trous, pour qu'effectivement la capture soit la plus efficace possible. On a récemment écrit ce document qui essaie de montrer à quel point ces dispositifs peuvent avoir un intérêt très fort pour le diagnostic clinique. Quel est l'avenir de cette technologie? Il dépend de la survie de la société qu'on a créée. C'est très aléatoire. Ça dépend de levée de fonds, par exemple, pour avancer. Et c'est toute une histoire qui n'a rien à voir avec la recherche, mais qui fait aussi partie du monde dans lequel on traverse. Pourquoi on va jusque-là? Parce qu'on est persuadé que les dispositifs qu'on a fabriqués grâce aux nanotechnologies, ils sont plus précis et plus efficaces que les procédés actuellement utilisés en clinique. Voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. Juste pour vous dire, eh ben non, c'est pas tout à fait la fin, j'ai oublié celle-là. On a plusieurs produits dans SmartCatch. Celui-là est vraiment hyper exploratoire. Vous voyez que dans ce dispositif-là, on va faire circuler le sang, comme dans une dialyse, à l'extérieur du patient, et on va le faire passer par plein de filtres qu'on aura fabriqués et réinjecter le sang dans le patient. Ce n'est plus une prise de sang qu'on analyse, c'est une dérivation du sang qui est filtrée et qui revient dans le patient. Et on espère là, non pas simplement capturer les cellules tumorales pour les analyser et adapter le traitement, mais on pense peut-être avoir un effet thérapeutique. C'est-à-dire qu'on expurge du sang du patient toutes les cellules qui sont les cellules souches pour faire les métastases. Ce n'est pas prouvé, okay? C'est simplement qu'on a mis en place une façon d'y arriver et on essaie de démontrer évidemment que cette hypothèse tient la route. C'est une longue histoire. En 2016, on crée la société, on est en 2025. On a obtenu les certificats de mise sur le marché de ces appareils. Et pour l'instant, on a quelques hôpitaux qui, avec nous, montrent que ça marche bien. Donc le transfert d'une idée du laboratoire vers la société, vers les impacts que ça peut avoir, en tout cas dans la partie médicale, c'est aussi long que ça. Voilà, sur ce, je voudrais, je ne sais plus ce que j'avais prévu, voilà. Je suis au bout, je refais le film, je vous ai montré les nanos, je vous ai dit un peu toutes les controverses qu'il y avait autour. Je vous ai choisi de vous exposer deux de mes projets pour vous dire voilà ce que moi j'ai choisi de faire avec les nanos. Et il y a plein de collègues qui font des choses très différentes de moi avec les nanos, bien sûr, je ne suis pas représentatif. Maintenant, voilà, on peut prendre le temps de discuter de toutes ces questions avec vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation, à la fois didactique et qui pose les problèmes, les controverses, etc. Et présente quelques espoirs dans des projets spécifiques. Des questions ? Bon, j'essaie de parler en français. Je ne connais pas exactement les météorites. Vous avez montré aussi un météorite d'Australie. Oui. Et vous avez aussi expliqué qu'on avait aussi trouvé ADN. Des acides aminés, oui. ADN. Et aussi d'autres substances organiques. Oui. Mais je peux aussi imaginer qu'un météorite, c'est un caillou pour moi. Et quand il tombe par toutes les sphères, ils peuvent aussi peut-être absorber. Oui, tout à fait. Alors, là, c'est pas moi qui... Ce n'est pas vraiment la preuve que... Je comprends. Ouais. Alors, là, je dois
bien sûr confesser le fait que moi je ne travaille pas sur les météorites à la base, d'accord? Donc c'est pas du tout moi qui fais ce genre d'expérience. Mais en lisant la littérature, donc les papiers qui ont été publiés par ces chercheurs, ils ont tout un ensemble de protocoles très compliqués pour s'assurer qu'effectivement, les molécules qu'ils ont détectées, elles n'ont pas été amenées par de la contamination terrestre. Donc en fait, tout se joue dans à quel endroit du météorite vous allez les chercher, d'accord? Évidemment, si vous êtes plutôt sur la surface, vous pouvez suspecter ce que vous dites de façon très juste et très critique, et c'est tout à fait louable, que éventuellement ça a pu être de l'ADN au moment où la particule a traversé l'atmosphère et a rencontré évidemment à l'endroit où il y avait la vie, ça peut être de la contamination. Donc tout réside en fait par la façon dont ils ont extrait le contenu organique et à quel endroit du météorite ils l'ont extrait. Donc là, je fais confiance à ces chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et nous, on a utilisé, grâce à eux, parce que c'est eux qui nous ont fait l'extraction et le lavage, on a utilisé exactement les mêmes protocoles qui ont été utilisés sur Terre pour réellement prouver que ces acides aminés étaient réellement d'origine spatiale et non pas des contaminations terrestres. Ok, je me défausse un peu de la question, parce que c'est pas du tout moi qui ai pris les précautions nécessaires, mais là, il y a des chercheurs vraiment dont la question scientifique c'est l'origine de la vie sur Terre et qui ont fait très attention à la question que vous soulevez. Bonsoir. Bonsoir. Il m'est venu une réflexion devant votre rigueur scientifique, alors un peu décalée, mais quand vous avez parlé du sel dilué dans le lac Léman, je me suis dit que vous alliez donner du crédit aux sciences occultes et à ceux qui défendent la mémoire de l'eau. Et dans le même genre, je me dis que tous ceux aujourd'hui qui réfutent l'homéopathie, peut-être que vous allez leur donner aussi du crédit en disant que dans le corps humain, on aurait peut-être des capteurs nanométriques qui permettraient de prendre les effets à la 20e dilution. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Je m'y attendais en fait parce qu'elle arrive souvent quand je présente ce résultat. Alors, pour y répondre sans y répondre, tout en y répondant mais par une analogie qui va déplacer la question, je fais référence par exemple à un livre extraordinaire que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui en tout cas moi m'a marqué beaucoup, mais a marqué toute une génération de scientifiques. C'est un livre écrit par Erwin Schrödinger qui s'appelle What is Life? Erwin Schrödinger est un des grands pionniers de la physique quantique, donc un physicien pur et dur. Et à la fin de sa carrière, il a écrit ce livre extraordinaire, Qu'est-ce que la vie? Pour essayer de réfléchir à voilà, comment la vie, telle qu'on la connaît à l'ADN, n'était pas encore découverte à l'époque, donc il était vraiment très prémonitoire, telle que les gens l'imaginaient, était compatible avec la physique quantique, vous le savez, qui fait place au hasard, à la statistique, etc. C'est un livre extraordinaire et dans son introduction, c'est ça que j'y arrive. Il raconte une histoire que je n'ai pas vérifiée, parce que j'étais vraiment pas né à l'époque encore. Il raconte l'histoire de Lord Kelvin, qui est un physicien beaucoup plus ancien et très célèbre, celui qui avait fighté avec Darwin sur l'âge de la Terre, parce qu'il était physicien, il prétendait que l'âge de la Terre était beaucoup plus jeune et incompatible avec la théorie de l'évolution, en boucle avec le livre de l'entrée. Bref, Lord Kelvin, à un moment donné, dans des conférences grand public, voulait expliquer aux gens que les molécules étaient des objets tout petits. Et pour le faire comprendre aux gens, au lieu d'utiliser le sel dans le lac Léman, il avait cette façon de le présenter de façon didactique. Il disait, imaginez la chose suivante. Prenez un verre, et dans ce verre, vous avez mis des molécules qui sont vertes, par exemple, marquées, facilement reconnaissables. Okay. Vous prenez ce verre, vous le diluez dans tous les océans de la planète. À l'époque, il parlait des 7 océans. Okay. Vous laissez le truc, c'est un peu la même analogie que moi, oui. Vous laissez le truc s'homogénéiser. Après, vous allez n'importe où sur l'un des océans, vous reprenez un verre de l'eau de mer. D'après vous, combien il contient de molécules vertes? 0. 100. Eh oui. Alors j'ai refait le calcul quand même, en estimant quel était le volume des océans, c'est pas très facile, mais effectivement, c'est le cas. Vous comprenez, donc je ne réponds pas à l'homéopathie, mais je réponds simplement que ma méthode, elle est simplement tout à fait proportionnelle, d'accord, logique. Effectivement, on arrive à détecter des molécules dans un volume et elles ont tout à fait le droit d'y être tellement elles sont petites.
La dilution du verre dans tous les 7 mers, je l'ai calculé, c'est 10-21. Vous voyez, mon dispositif, il est à 10-18. Un jour, je me suis dit, allez, je vais essayer de montrer à Lord Kelvin 2 siècles après que j'ai trouvé un moyen de vérifier son hypothèse. Et en fait, comme ces concentrateurs, on les fait en série, vous voyez, grâce aux nanotechnologies, il me suffirait de faire 1000 gouttes, comme je suis sensible à 10-18, et je pourrais démontrer ça, ce qui n'a aucun intérêt. Parce que de toute façon, j'ai fait l'expérience avec de l'eau de mer, et ça ne marche pas du tout, parce qu'évidemment, elle est bourrée en sel, et on a un gros cristaux cubique de NaCl sur le piédestal qui nous empêche de voir quoi que ce soit. Donc je réponds à votre question de façon simple. Évidemment, les gens de l'homéopathie sont très afin de mesurer ces concentrations. À aucun moment, je dis qu'effectivement, une molécule thérapeutique diluée à cette concentration a un effet médical avéré. Je dis simplement que moi, je peux vérifier que la dilution qu'il donne est bonne. Et la mémoire de l'eau, oui, c'est autre chose. Mais je ne suis pas fan. Bonsoir. Bonsoir. Quel genre de vitesse de filtration vous avez en tête pour traiter ces cellules cancéreuses? Alors, dans la partie où on filtre par circulation tout le sang d'un patient, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on arrive à l'heure actuelle, alors c'est une très bonne question technique, très compliquée, d'accord? Tout est dans le flux, effectivement. Le débit qu'on va être capable d'entraîner, parce qu'évidemment, un patient en moyenne a 5 litres de sang. Il faut faire passer ces 5 litres de sang par des petits trous de 8 microns. Vous comprenez bien que c'est pas facile de faire passer un si gros volume, donc on fait beaucoup de trous. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nanofabrication pour faire des filtres avec 80 000 trous par filtre. On met des filtres en séquentiel, d'accord, avec des trous différents, et aussi en parallèle, avec des connectiques fluidiques relativement traditionnels qui sont compatibles avec les outils de dialyse actuels. C'est ça à peu près où on en est arrivé. Et pour l'instant, on est capable, je pense, de filtrer le contenu complet du sang d'un patient en quelques heures. C'est pas encore fait, d'accord? C'est simplement les calculs nous montrent que c'est possible. On a des premières expérimentations animales, d'accord, mais on est encore loin d'avoir démontré l'effet thérapeutique que ça pourrait avoir. D'autres questions? Pardon. Merci monsieur. Vous avez parlé des petites caractéristiques pour l'identification des matériaux et vous parlez de formule, je crois, Ramon, si je ne me trompe pas, mais est-ce qu'elle a un rapport avec la formule de Bragg pour la diffraction X ou ça n'a rien à voir? La loi de Bragg pour la diffraction des rayons X fait appel à la périodicité dans un réseau cristallin, d'accord? Quand on a des molécules, notamment des molécules uniques, il n'y a pas de réseau, d'accord? Donc on ne peut pas utiliser la diffraction qui est liée à la périodicité des objets qu'on est en train de sonder. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière interagit avec les liaisons chimiques des molécules et l'échange d'énergie fait vibrer ces liaisons chimiques. Donc la liaison chimique entre deux atomes s'étend, se raccourcit. Et cette oscillation, elle est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle est décrite par la physique quantique, et chaque liaison chimique a une façon de vibrer qui lui est particulière. C'est ça qui va donner une différence de longueur d'onde de la lumière qui est caractéristique de la liaison chimique. Et en identifiant à quel endroit j'ai ces pics, c'est-à-dire ces variations de longueur d'onde, je déduis toutes les liaisons chimiques d'une molécule, et en ayant, je ne sais pas, la liaison CC, la liaison CH, la liaison CO et OH, je reconstruis la molécule à laquelle j'ai affaire et donc je l'identifie. Nous avons éliminé toutes les... Attendez. Non, mais je vais provoquer alors. Ah, peut-être, ouais, excusez-moi, si je peux me permettre. Je voudrais juste revenir sur les controverses. Donc, j'ai choisi, je vous ai dit, je ne suis pas représentatif de tous les chercheurs qui m'entourent. Je me fais ici, je ne sais pas comment dire, non, je ne voudrais pas dire ça, le porte-parole d'un collègue qui est chercheur tout autant que moi, qui maîtrise les nanotechnologies, qui a fait le même genre d'études que moi, qui maîtrise aussi bien que moi tout ce dont je vais parler, mais qui a des projets très différents des miens. Juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, quand même, on doit assumer les projets qu'on développe. Lui, son projet, c'est ça. Vaincre la mort. Ok? Ne plus vieillir. Transformer Homo sapiens en une espèce immortelle.
pas immortels. Évidemment, si vous passez sous un camion, c'est pas les nanotechnologies qui vont vous sauver, d'accord? Mais en tout cas, vous empêchez de vieillir et donc augmenter l'espérance de vie. Je vous dirai quel est son discours après. Mais voilà, par exemple, où il se met en scène dans des tas de conférences grand public, qu'on appelle aujourd'hui des TEDx conférences, peut-être que vous en avez déjà écouté, où les orateurs scientifiques en rajoutent, font beaucoup de promesses et sont vraiment dans la surenchère. Lui, il écrit ça, je vous laisse lire, d'accord? Il se met en scène en disant, voilà, aujourd'hui, je prends la meilleure pilule d'anti-vieillissement. En l'avalant devant vous, ça me fait gagner 1 heure d'espérance de vie. Okay, si vous croyez ce que je vais vous raconter scientifiquement après, et en finançant mes travaux, eh bien, dans un mois, je ferai un produit qui va vous faire gagner 2 heures d'espérance de vie quand vous l'avalez. Et avant que je meure, je voudrais vraiment y arriver. Je vais avaler un produit qui me fera gagner 24 heures d'espérance de vie par jour, et à ce moment-là, je me serai extrait de vieillissement. Alors, pourquoi? Scientifiquement, c'est pas prouvé du tout, mais c'est pas complètement idiot non plus. La chose est la suivante. Voilà son discours. Voilà pourquoi vous devriez le financer. Première chose, vous devez accepter de vous faire séquencer gratuitement. Vous devez envoyer un prélèvement cellulaire, on extrait l'ADN et on vous séquence. Mais il ne faut pas que quelques individus le fassent, il faut que tout le monde le fasse. Ok? S'il vous plaît, donnez à l'humanité la connaissance de vos gènes, pour qu'on en tire le meilleur profit possible. Je finis. Je fais tourner des logiciels d'intelligence artificielle. Vous savez qu'ils sont très efficaces et c'est vrai. Ils sont capables de brasser toute cette donnée. Imaginez, hein, on a 30 000 gènes chaque heure, le chiffre est encore en débat, et si on fait le séquençage de, je sais pas, 5 ou 6 milliards d'habitants, vous voyez le nombre de données que ça... Mais avec l'IA, je vais pouvoir faire des corrélations entre ces gènes, entre votre espérance de vie, les maladies que vous avez, etc. Et je vais découvrir en particulier les gènes qui sont dans nos cellules et qui codent génétiquement pour le vieillissement cellulaire. Et ça, il y en a qui existent, c'est vrai. Ok? Ensuite, il dit, je vais utiliser cette technique-là, donc peut-être vous avez entendu parler, CRISPR-Cas9, qui est une technique de biotechnologie qui permet aujourd'hui, à un endroit bien précis de l'ADN, d'enlever ce qui code pour un gène et de le remplacer par autre chose. Jusqu'à présent, on faisait de la thérapie génie, mais on ne savait pas trop où le nouveau gène allait s'insérer. Grâce à cette technologie, on peut donc, si vous vous êtes tous fait séquencer, qu'on a fait tourner ces logiciels d'apprentissage automatique, ces grands modèles de la connaissance qu'on appelle l'IA, et que j'ai identifié quels sont les gènes qui codent pour le vieillissement, je les remplace. Et ainsi, évidemment, je fais un organisme qui, j'espère, va aller bien et ne vieillira plus. Le problème, c'est qu'évidemment, il faudra faire beaucoup de tests, parce que les tests cliniques, vous savez bien à la longueur que c'est. Et donc, lui, en fait, il fait les mêmes choses que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Il crée ces petits dispositifs miniaturisés, où il fait des organes sur puce. Et en fait, il dit, pour aller vite et pour cribler le maximum de possibilités pour voir ce qui marche le mieux, financer ma société qui fait ces organes sur puce, comme ça, je pourrais tester, sans avoir recours à de l'expérimentation clinique sur des gens, toutes les molécules qui marchent le mieux pour ralentir le vieillissement. Et ainsi, je vais faire de Homo sapiens une espèce immortelle. Je vous laisse imaginer ce que serait le monde. Si nous refusions, toutes ces trucs disparaîtra à un moment donné. Imaginez aussi que, évidemment, tout le monde n'aura pas accès à ça. Même si dans son discours, il dit qu'il veut que tout le monde ait accès. Donc en fait, éthiquement, il fait beaucoup d'efforts pour dire je veux que, évidemment, tout le monde profite de cette technologie-là. Mais même si tout le monde en profite, et sinon il y a une forme de justice qui n'est pas liée à les riches y auront droit et pas les autres. D'accord, avec tous les romans de science-fiction qu'on connaît où il y a deux populations, les normaux et les augmentés, d'accord. Pour éviter ça, même si nous étions tous ici en train de nous dire on ne mourra plus, ben je pense que le monde ira mal, d'accord. Parce que vraiment, ce qui est important, c'est qu'il y ait des nouvelles générations qui arrivent, qui portent un regard neuf sur ce qui nous entoure. C'était juste pour vous dire que autour de ces controverses, quand je disais tout à l'heure qu'il y a 5 que mon collègue a fait, pour symboliser un peu à quel point on réduit les humains à des tuyaux et des bouts d'organes, d'accord.
Mais tout ça pour vous dire que derrière ce champ extrêmement foisonnant, il y a des tas de projets. Je vous ai présenté ce que moi je poursuis aujourd'hui, mais il y a une grande diversité dans la sphère de la recherche et il y a des gens qui font des tas de choses dont il faut avoir un regard critique dessus, je pense. Du coup, ça laisse un peu voir. Oui, vous voulez que je vous dise quels sont les gènes qui font vieillir? Non, je Non. ne sais pas ça. Bon, c'est fait, alors c'est pas grave. Qui peut financer ce genre de projet, justement, Oui. un peu dramatique? Alors, Quels sont les mécènes? Qui peut financer ce genre non, non, alors là, franchement, les investisseurs de la deep tech, d'accord, alors la deep tech, c'est un truc un peu jargon, dans lequel il y a des fonds d'investissement qui sont prêts à mettre de l'argent sur des produits extrêmement risqués, qui sont souvent associés à la Silicon Valley, à toute cette partie-là. Ils sont extrêmement friands de ce type de projet. Donc quand je disais qu'il y a un courant transhumaniste, en général, les transhumanistes sont des gens très éduqués, d'accord, notamment beaucoup de chercheurs, et ils sont quand même solidaires les uns avec les autres. Et croyez-moi, quand ils essaient de développer des choses, ils ont les moyens de lever des financements. Donc ce n'est pas anecdotique, d'accord. Une dernière question peut-être, juste la dernière. Alors ça, plutôt un commentaire pour essayer peut-être de dédramatiser le dernier aspect, parce que quand même ces problématiques LBIC, c'est-à-dire effectivement tout ce qui tourne autour du transhumanisme, ça a déjà été évoqué depuis au moins 10 ans par des gens comme Laurent Alexandre par exemple, et qui prédisait à très court terme justement des personnes pouvant vivre jusqu'à 1000 ans grâce à ces technologies-là. 10 ans après, on n'a pas vu ça se réaliser, premièrement. Deuxièmement, vous parliez des grandes entreprises de la tech qui sont impliquées dans des problématiques de recherche, de lutter contre la mort. Aujourd'hui, ou hier, on a annoncé quand même que 23andMe, qui est une entreprise de Google, justement dédiée au séquençage, fermait les boutiques. Donc, c'est pas si simple. Même le séquençage des génomes humains, ça fait depuis l'an 2000 que ça se pratique. On n'a pas encore identifié le gène responsable de la mort, ou même les gènes qui vont nous permettre de prolonger notre vie. Donc je crois qu'on est très loin concrètement d'arriver à ce que certains cherchent à faire, ça c'est vrai, et que le vivant est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Bien sûr, je me suis permis d'évoquer ça à la fin, juste pour essayer de provoquer un peu l'assistance, et je partage tout à fait les scepticismes et les doutes que vous exprimez. Simplement, je voulais dire que quand on dit ce que vous dites à ces gens-là, ils disent c'est bien la preuve que vous ne nous avez pas assez soutenus. Sinon, il serait déjà arrivé, d'accord. Donc finalement, il y a toute une rhétorique qui est assez complexe. Mais au-delà de ça, par exemple, si vous regardez une société d'Elon Musk qui s'appelle Neuralink, d'accord. Donc Neuralink fait exactement des dispositifs que dans mon laboratoire on essaie de fabriquer pour essayer de soigner les maladies de Parkinson, d'accord, qui sont d'implanter des électrodes à l'intérieur du cortex cérébral pour stimuler les zones profondes qui permettent la stabilisation des mouvements incohérents des Parkinsoniens. C'est une technologie qui marche, donc qui a un bénéfice médical avéré. Bien sur la base de ces mêmes choses-là, en disant nous aussi on va le faire pour le médical, en fait ce qu'ils cherchent à développer, c'est réellement des interfaces homme-machine. Où en est-il? C'est du bluff, c'est du lard, c'est du cochon. Impossible à dire. Simplement ce que je dis, c'est quand je compare les moyens financiers de mon laboratoire par rapport aux moyens financiers de Neuralink et d'Elon Musk, voilà, je sais qu'il ira beaucoup plus vite que moi, c'est sûr. Une évolution de 1 à 1878. Voilà. Oui, en fait, il y a une forme d'inquiétude. Je ne dis pas que tout ce qui est raconté là a du sens jusqu'au bout et soit complet, parce qu'il y a d'autres choses qui comptent pour le vieillissement qui ne sont pas dans les gènes aussi. D'accord? Donc il y a aussi l'épigénétique et plein d'autres choses qui sont oubliées dans ce discours-là. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui des chercheurs qui ont des projets de cette nature, et certains d'entre eux ont énormément de moyens. Je reviens à la question que vous posez, qui c'est qui va les financer, et ils sont capables d'avancer plus vite. Et sûrement qu'ils iront dans le mur et que ça sera une bulle. Mais en tout cas, c'est le monde que nous traversons. Il est étrange, et vous en avez
avez maintenant une perception encore plus troublante peut-être. Merci. Merci.